19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 17 juillet 2019. Près d'une semaine après la sortie d'El Hajj Salissou Rabiou, membre du comité préparatoire du Hajj 2019 sur les réseaux sociaux pour dénoncer une affaire de pot de vin dans l'attribution d'un contrat de restauration. Le haut commissaire à l'organisation du Hajj a réagi officiellement en apportant ses précisions. Le gars était avec nous à la discussion, parce qu'effectivement, c'était même lui que les gens ont mis devant pour discuter avec leurs prestataires saoudiens. Et ils avaient discuté, nous nous sommes retirés quand on avait placé le dispositif. Notre SG par intérim était présent. Il y avait 3 autres syndicats, lui-même et l'autre fédération. Et ils l'ont désigné pour continuer la discussion. Nous savons que nous n'avons pas discuté de quoi que ce soit. Nous avons arrêté les choses avec eux. Ils sont allés discuter. Ils ont arrêté de leurs modalités, etc., etc. Il paraîtrait qu'il était retourné après pour demander, parce qu'il disait qu'il a des problèmes d'argent, c'est cela, au retour à Niamey. S'il ne fait pas attention, ils vont l'arrêter. Et il faudrait bien que le prestataire lui donne quelque chose. C'est ce qui nous est parvenu. Mais je sais que lui, il ne nous a pas incriminés. Le COHO n'a rien à voir avec ceux qui sont arrêtés, c'est entre eux. C'est eux qui ont discuté entre eux, c'est eux qui ont décidé de ce qu'ils doivent faire avec les prestataires. Mais malheureusement, nous avons entendu derrière il a pris un Coran pour dire qu'il va dire toute la vérité, il va démissionner de Copil, que même celui qui l'a envoyé lui-même, c'est parce qu'il n'a pas eu, etc., etc. Ça ne regarde pas le COHO. Ça ne regarde pas le COHO. Le COHO est derrière cette affaire-là. Restons toujours avec le COHO, avec ses mouvements d'humeur ce mercredi devant les locaux de la dite institution. Ce sont les responsables d'agences de voyage pour les Hajj qui se sont mobilisés pour fustiger les conditions dans lesquelles l'édition 2019 se prépare. Ces responsables d'agences de pèlerinage demandent tout simplement le départ du commissaire du COHO. Reportage Hassan Saleh Mustafa. C'est les images de Sadou Doumi. Ils sont tous des responsables d'agences de voyage et de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah. Ils se sont retrouvés ici à la devanture du siège du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah COHO pour exprimer leur mécontentement, mais aussi pour dénoncer les conditions d'organisation du Hajj 2019. Le tirage au sort est obligatoire pour les transports des pèlerins nigériens. Non à l'affairisme du COHO. Tous les groupes doivent être activés, parce qu'il y a certains groupes encore qui ne sont pas activés. Non à l'inéquité et à la gabegie. Les valises identiques doivent être obligatoires, sinon le remboursement des 30 000 à tous les pèlerins. Parce qu'on a payé 930 000, les 30 000 c'est pour les valises. Le commissaire doit démissionner par rapport à tous ces points. Cette année, c'est pire que toutes les années. Parce qu'à la date d'aujourd'hui que nous sommes, personne ne connaît quand les pèlerins nigériens doivent commencer à partir. Et aujourd'hui, là où nous sommes, il y a des groupes qui n'ont pas eu leur argent dans leur compte en Arabie Saoudite. Même si aujourd'hui on envoie l'argent, pas moins de 3, 4 jours, 6 jours pour que l'argent rentre. Déjà, donc on est en retard. Nous-mêmes, on cherche à voir clair dans tout ce qui se passe. Parce que le tirage au sort qu'on a demandé, transport, il paraît que la signature dont nous, notre fédération n'a pas signé, n'a pas été signée ni au COHO, ni chez l'agence de transport qui est Niger Airways. On ne sait même pas là où ça a été signé. S'il y a signature pour le transport, on est 4. Il y a 2 fédérations, il y a COHO et il y a le transporteur. Donc les 4 doivent signer. Notre fédération n'a pas signé parce qu'il n'y a rien qui est clair dans le transport. Mais de son côté, l'institution en charge de l'organisation du Hajj, le COHO, rassure les candidats au Hajj régulièrement inscrits que tout est fin prêt pour le départ, dont le premier vol est prévu pour le 21 juillet prochain. Le Hajj se prépare en tout cas dans les meilleures conditions. Vous avez vu 2017, vous avez vu 2018, 2019, près à Dieu. Nous sommes enfin en train de l'organiser, tout est fin prêt. Nous allons commencer notre départ à partir du dimanche prochain, le 21, Inch'Allah. Nous avons enregistré tous nos pèlerins, nous sommes à 9131 pèlerins pour le charter. Il n'y a aucun problème. Certes, il y a certains chefs d'agence où
une certaine structure de groupe d'agence qui est là pour contester l'organisation, soit disant qu'il n'y a pas eu de tirage au sort ou il y a eu affairisme. Donc il faut quand même essayer d'avoir un peu de pudeur pour que ces pèlerins pour lesquels nous sommes là, n'est-ce pas, soient mis dans les conditions d'accomplir ces rituels sans tort. C'est ça le problème. Maintenant, ce transport-là, c'est à eux de signer. Ils se sont entendus sur toutes les clauses, sauf une seule, qui disent, lui, un billet pour 100, et ils disent un billet pour 50. Ils ne se sont pas entendus, ils se sont entendus. Ça, ce n'est pas moi qui paye. Eux, ils paient leur argent. Le COO ne paye rien, le COO ne signe rien. Que ce soit en Arabie Saoudite aussi, c'est eux qui signent. On n'a jamais signé, on a toujours supervisé. Cette année, le Niger a un quota de 15 891 places, dont plus de 13 174 ont déjà confirmé leur départ. La proclamation des résultats du baccalauréat session juillet 2019 se poursuit sur l'ensemble du territoire national avec un faible taux de réussite, des résultats quasi globaux qui témoignent d'une baisse de niveau scolaire selon les acteurs du système de l'éducation. Le reportage est signé Asma Seydou et Boubacar Souley. Après la proclamation des résultats au baccalauréat session 2019, il ressort que ces résultats dans la région du Niamey ont été catastrophiques, selon l'analyse faite par les acteurs de l'éducation. C'est si sûr que les résultats sont catastrophiques, mais moi, en tout cas, selon les informations que nous sommes en train de recueillir, les résultats sont catastrophiques ici au niveau de Niamey. Mais à l'intérieur du pays, ça semble vraiment un peu bon par rapport à l'année passée. La formation, en tout cas, qu'on dispense aux élèves ici au Niger, n'est pas le plus souvent une formation saine. Il faut le dire ainsi. Et quelque part, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il y a eu ce mauvais résultat-là, en tout cas cette année au niveau du bac. Qu'est-ce qui est à la base de ces mauvais résultats? Il y a par exemple, je vous dis qu'il y a des enseignants, par exemple à SVT, il y a 21 diplômes ici au Niger qui enseignent SVT. 21 diplômes. Hein? Par exemple en français, tu vas voir des sociologues ou bien des psychologues enseigner le français. Comment un psychologue peut corriger les commentaires composés? Un psychologue ou bien un sociologue. Il faut quelqu'un qui ait fait lettres modernes, par exemple. Voilà, tout ça là, c'est ceux qui concourent vraiment à contribuer aux mauvais résultats que nous sommes vraiment en train d'enregistrer. Ce sont les derniers chapitres le plus souvent que les élèves n'ont pas vus, qu'on reprenne maintenant pour reconstituer par rapport aux épreuves. Sinon, imaginez un élève qui n'a pas quand même vu une matière, comment est-ce qu'il pourra s'en sortir par rapport à cette matière? Ça, c'est un des premiers aspects. Deuxième aspect, il y a la formation aussi qui n'est pas une formation de qualité. Vous n'êtes pas sans savoir que les enseignants qui sont surtout, en tout cas dans les salles, en train d'enseigner nos frères et sœurs, ne sont pas aussi bien formés. Il faut le dire ainsi. Le troisième aspect, c'est l'aspect de la régularisation, c'est-à-dire de la formation. Vous n'êtes pas sans savoir que du côté des élèves, du côté des enseignants, il y a quand même des grèves perpétuelles dans la plupart des cas, en tout cas chaque année. Ça aussi, c'est un facteur qui déstabilise la formation, en tout cas dans ce pays. Cependant, ces résultats doivent inquiéter l'État et ses partenaires par rapport à la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles, afin que l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse. L'Académie des arts martiaux abrite depuis ce matin un atelier de partage sur la politique de l'éducation non formelle. Un atelier de 48 heures organisé par ASSO EPT à l'endroit des comités de veille citoyens et des organisations de la société civile des communes 1 et 2 de Niamey. Ariata Salah, Ibrahim Abdou. Dans sa contribution à la recherche de la valorisation de l'éducation non formelle à travers un investissement conséquent, la coalition des associations et syndicats ASSO EPT organise ce présent atelier de partage sur la politique de l'éducation non formelle à l'endroit d'une cinquantaine de participants, composés des membres du comité de veille citoyen des arrondissements communaux Niamey 1 et 2 de Niamey et des organisations de la société civile. Nous sommes à une deuxième phase puisque nous avons bénéficié d'une première phase
de 6 mois qui s'est écoulée et qui a été concluante par rapport à la même formation et par rapport aux mêmes bénéficiaires, la commune Niamey 1 et la commune Niamey 2. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une autre thématique qui est celle donc de politique de l'éducation non formelle. À travers cela, nous pensons apporter notre contribution au développement de ce sous-secteur qui est, comme vous le savez, un sous-secteur assez important puisque au Niger, l'alphabétisation contribue, si toutefois nous mettons tous à l'œuvre, au rehaussement de l'indice de développement humain. Donc à ce niveau, on a trouvé la meilleure façon, c'est de faire en sorte que nous renforcions ces différents comités de veille citoyens de la commune Niamey 1 et 2. Et nous allons, au cours de la présentation qui va être faite par notre personne ressource, voir quels sont les différents contours qui empêchent à ces sous-secteurs de se développer et quelles sont les solutions idoines qui doivent être proposées au niveau des décideurs pour que vraiment cette contribution puisse faire en sorte que ce sous-secteur connaisse un développement, ne serait-ce qu'au niveau de ces communes, puisque c'est un développement qu'il faut qu'on ait à la base. C'est pour cela que nous avons trouvé la meilleure façon de faire passer les messages, c'est d'abord au niveau de ces communautés, notamment au niveau de ces communes. Au terme de cette journée, nous pensons que les participants auront le rudiment nécessaire pour vraiment défendre ce qu'ils auront appris par rapport aux politiques de l'éducation non formelle et de transmettre auprès des autorités compétentes le résultat vraiment de tout ce qu'ils ont eu à apprendre au cours de cet atelier. Cet atelier, qui rentre dans le cadre de l'exécution du programme de gouvernance participative, est organisé en partenariat avec l'USAID sous financement de contreparts internationales. Après la réunion inaugurale de mai 2018 à Maiduguri au Nigeria, à Niamey abrite pendant ces 2 jours, 17 et 18 juillet, la deuxième réunion du Forum des gouverneurs des pays du bassin de lac Tchad, notamment les 8 États fédérés et les régions les plus touchées par l'insurrection de Boko Haram et ses effets conjugués. Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Élaborer des mécanismes adéquats de stabilisation, de consolidation de la paix et de développement durable dans la région afin de faire sortir du gouffre la population du région du lac Tchad, sérieusement affectée par le groupe terroriste, objet de cette rencontre des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Cette deuxième réunion du Forum des gouverneurs porte sur des sujets d'actualité qui s'inscrivent en droite ligne dans les priorités de gouvernement de chacun des pays du bassin du lac Tchad. C'est pourquoi je voudrais avant tout saluer l'initiative et remercier chacune des délégations pour sa présence dans cette salle aujourd'hui. Ce forum s'inscrit dans la même logique de renforcement de la coopération entre les pays afin de trouver collectivement les solutions idoines permettant à nos populations de se projeter vers un futur meilleur. Lorsqu'il s'agit de chercher des solutions pour la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable dans le lac Tchad, il s'avère toujours très important de se rappeler de ce qu'était la magnifique région de Difa avant l'insurrection de Boko Haram et de ses effets conjugués, notamment la crise sécuritaire à laquelle nous sommes confrontés et qui a entraîné des déplacements internes et externes massifs des populations, la destruction du tissu social et des biens publics, ainsi que le dysfonctionnement des services de l'État. La commission du bassin du lac Tchad, CBLT, dit mettre les bouchées doubles pour venir à bout de cette situation. C'est que dans notre point, le Premier ministre Brigitte Raffini vu l'engagement des États. La stratégie régionale de stabilisation a été exposée à la conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad organisée par l'Allemagne, le Nigeria, la Norvège et les Nations Unies à Berlin en septembre 2018. Si j'ai tenu à faire tout ce rappel, c'est pour montrer l'importance, toute l'importance de la coopération régionale dont le Forum des gouverneurs constitue une illustration parfaite. En effet, je relève pour m'en réjouir que le Forum des gouverneurs ouvre un nouveau chapitre dans la nouvelle façon de travailler qui prend en compte les aspects humanitaires, sécuritaires et de développement à travers le nexus humanitaire développement-paix. Je renouvelle mes vœux de plein succès à vos travaux. Cette implication des gouverneurs est vivement saluée par l'Union africaine, les Nations unies et d'autres partenaires qui espèrent voir la mise en œuvre rapide
des résultats des travaux qui découleront de ce forum. L'agence IA Niger 2019 a animé cet après-midi dans ses locaux un point de presse. Après la bonne organisation de ce sommet face à la presse, il a été question de dresser un bilan. Je vous propose de suivre un extrait. Le premier objectif, c'était de créer les conditions pour améliorer l'action diplomatique de notre Niger et également améliorer la visibilité de notre pays sur le plan international. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des retombées économiques significatives pour les opérateurs économiques nigériens ou les opérateurs économiques qui veulent intervenir au Niger pendant la phase préparatoire, pendant le déroulement et après le déroulement de ce sommet-là. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir renforcer les capacités du Niger en termes d'infrastructure et en termes de savoir-faire pour que notre pays puisse être en mesure d'organiser n'importe quel événement d'envergure internationale. Voilà notre feuille de route. Voilà les objectifs sur lesquels nous avons travaillé pendant pratiquement 3 ans pour pouvoir assurer un bon déroulement de cette conférence-là. Mais pour pouvoir réaliser ces objectifs, il faut avoir un cadre, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan d'action. Et nous avons d'abord commencé par poser les bases en créant un dispositif général qui a été mis en place. Premièrement, les autorités nigériennes, à l'occurrence du président de la République, sur proposition du Premier ministre, a créé une structure dédiée exclusivement à la gestion de la conférence de l'Union africaine, à la préparation à la gestion de la conférence de l'Union africaine. Et la particularité, c'est qu'on avait 2 étapes à faire. Il faut faire les infrastructures et ensuite gérer le déroulement de la conférence. Cette structure, non seulement elle a été créée, mais on lui a donné une autonomie administrative et financière. Et elle est directement rattachée à la présidence de la République, de manière à rendre compte régulièrement et directement à son Excellence le président de la République pour que des décisions appropriées soient prises. Deuxième dispositif qui a été mis en place, il a été créé un conseil d'orientation et de contrôle composé de principalement tous les ministres qui sont concernés directement ou le plus concernés par la gestion de l'événement. Ensuite, le deuxième dispositif qui a été mis en place, c'est qu'on avait en 2017 mis en place ce qu'on appelle le comité sectoriel, qui ont permis d'élaborer le cahier des charges de la conférence. Nous y reviendrons en plus en détail dans nos prochaines éditions. La rédaction de Labari TV rend hommage à Johnny Clegg, célèbre musicien sud-africain décédé à l'âge de 66 ans, célèbre pour son amour de la culture sud-africaine et pour son titre Asibonanga. Le Zoulou blanc laisse un vide dans le milieu de la culture en Afrique du Sud. Abdelrazak Léo. C'est un symbole et un grand musicien qui vient de partir. Chanteur, compositeur, danseur, Johnny de son vivant et dans sa carrière a toujours combattu l'apartheid. De son vrai nom, Jonathan Clegg, celui qui est aussi appelé le Zoulou blanc est né le 7 juin 1953 à Bacup, près de Manchester au Royaume-Uni, et est mort le 16 juillet 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud, des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans. Mondialement connu pour son amour pour la culture sud-africaine et pour son titre dédié à Nelson Mandela, Asibonanga, en 1997. En 1987, titre qui fut censuré et qui veut littéralement dire « Nous ne l'avons pas vu ». Né d'une famille d'immigrés, ce musicien était en fait anthropologue de formation. Au cours de sa carrière, le chanteur a vendu plus de 5 millions d'albums. Il a arrêté de chanter après une longue tournée d'adieu conclue quelques mois avant sa mort.
Il est considéré par beaucoup comme un héros national. Va en paix, le Zoulou blanc. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.